Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dream It, Do It. Comme je l'avais annoncé, cet épisode a pour thème comment ouvrir son café ou son restaurant. Donc je propose de partager cet épisode en 3 parties en fait. La première partie, ce sera vraiment partager mon expérience avec vous, comment est-ce que les choses se sont passées pour moi, dans quel ordre. La deuxième partie, ce sera plutôt un espèce de petit manuel en fait, étape par étape pour ouvrir vous-même votre propre café. Et la troisième partie, donc ce sera une partie réponse à vos questions sur base de toutes les questions que vous m'avez envoyées via les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ça et j'espère être assez aidante, on va dire, dans mes réponses. J'espère en tout cas que ça vous motivera et que ça vous aidera en fait pour voir plus clair sur les étapes à suivre et vous donner confiance en fait tout simplement que vous aussi vous pouvez ouvrir votre propre café. Donc c'est parti. Je propose de commencer tout de suite. Donc par rapport à ma propre expérience, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis la fondatrice de Kaki Cake Bar, donc qui est un café d'inspiration asiatique ici à Bruxelles, plus spécifiquement à Saint-Gilles. Donc en fait, là on est en 2023, l'ouverture a eu lieu en 2020. Mais évidemment, donc de l'idée à vraiment l'ouverture concrète du café, il y a eu pas mal d'années. Il y a eu pas mal d'étapes aussi, il y a eu pas mal de challenges. Donc voilà, on est là pour parler de tout ça. Donc en fait, l'idée d'ouvrir ce café est née en 2018-2019. Donc à l'époque, en fait, cette idée est vraiment venue d'un problème qu'on a observé entre guillemets sur le marché bruxellois, qui était que à l'époque, il n'y avait pas du tout de café d'inspiration asiatique ici à Bruxelles, alors qu'on en voyait déjà pas mal à Paris, à Londres, aux Pays-Bas, etc. Et c'est quelque chose que nous on cherchait en fait, qu'on aurait aimé retrouver ici à Bruxelles. Donc comme on a observé en fait ce trou sur le marché, on va dire, c'est de là qu'a commencé vraiment notre investigation et notre intérêt pour le sujet. Donc à partir de là, on s'est beaucoup inspiré, on a fait pas mal de cafés, etc. pour vraiment venir à bout dans ce projet. Et puis en 2019, donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, moi je suis partie étudier en Thaïlande. Donc ça a été un moment hyper marquant par rapport à ce projet parce que là-bas il y a énormément de cafés, il y a énormément de pâtisseries, enfin il y a plein de produits que moi j'ai beaucoup aimé, que je trouvais trop chouette et que du coup j'étais encore plus impatiente en fait de pouvoir ramener ici en Belgique. Et donc comme je l'avais expliqué aussi, donc ce projet, c'est un projet que j'ai décidé d'utiliser comme base pour réaliser un business plan, donc sous forme de mémoire en fait. Donc à l'école, on avait l'option d'écrire un business plan comme mémoire de fin d'année. Et du coup, moi qui étais déjà très entrepreneur et qui avait cette idée-là, c'était le combo parfait en fait pour moi de réaliser un mémoire sur ça. Donc en fait, moi j'ai fait tout ce qui était vraiment business plan, plan financier, etc. avant même d'avoir trouvé le local, avant même d'avoir réfléchi aux recettes, etc. Donc et je l'ai aussi écrit de manière assez académique, ce que je conseille pas forcément de faire, mais en tout cas, donc moi voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en marge. En fait, j'ai réalisé le mémoire et donc tout était prêt sur papier avant même que je décide réellement de me lancer dans ce projet, en fait, avant même que je trouve le local, avant même que j'avance concrètement dans ce projet. Du coup, c'est vraiment une fois après avoir rendu en fait le business plan donc à mes professeurs, une fois après avoir réussi, on va dire, que je me suis dit bah tiens, puisque le projet semble intéresser des gens et puisque le projet m'a l'air viable sur papier, puisque j'avais quand même fait pas mal d'études là-dessus, donc observer le marché, observer les tendances, j'avais vraiment beaucoup analysé le fonctionnement en fait d'un Horeca tout simplement à Bruxelles. J'avais été rencontrer plein de personnes qui avaient déjà des restaurants ou des cafés ici à Bruxelles. J'avais eu pas mal de discussions, j'avais en tête vraiment tout ce qui était lié aux coûts, aux opérations, à l'investissement, au financement, etc. Mais voilà, tout ça s'est fait très rapidement parce que comme j'ai expliqué, c'était dans un mémoire que j'ai fait en 6 mois. Mais c'est vraiment après l'avoir rendu que je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai envie d'aller travailler quelque part à la fin de mes études ou est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce projet? Et donc voilà, j'ai décidé de faire ce projet. Donc là, on est plus ou moins en juin, en fin d'année tout simplement. Et à l'ULB, en fait, donc là où j'étudiais, il y avait un incubateur donc, qui s'appelle le Start Lab.
et qui du coup aidait déjà pas mal d'entrepreneurs en fait à lancer leur projet. Donc je trouvais je trouvais que c'était une super occasion en fait d'être aussi entourée d'entrepreneurs et d'être aussi encadrée pour réaliser ce projet. Donc c'était mon tout premier projet et voilà, c'est toujours chouette en fait de se faire encadrer, d'avoir à côté de soi des gens qui lancent aussi d'autres choses, etc. Donc j'ai intégré le Start Lab à la fin de mes études. Et pour moi, ça a été une chouette expérience parce que du coup, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Donc on rencontre des gens qui sont super, qui sont inspirants, qui sont motivants. Le fait d'avoir un cadre en fait et d'aller tous les jours travailler dans les bureaux, c'est aussi très motivant en fait et ça ne laisse aucune place à la procrastination. Ça laisse de la place aux baisses de morale, mais du coup on est aussi entouré d'autres personnes qui ont eu aussi des baisses de morale mais qui aujourd'hui sont motivées, donc ça nous rebooste quelque part, donc c'est hyper chouette. C'est quelque chose que je conseille quand même. Et donc là, c'était aussi très chouette en fait d'être encadré pour tout ce qui est vraiment plus études de marché, valider son produit, valider son projet, voilà. Donc voilà. Mais il manquait quelque chose en fait enfin il manquait deux choses en fait hyper importantes dans le cadre de l'ouverture de son propre café. Donc la première c'était l'expérience. Moi, j'avais jamais travaillé dans un restaurant. Donc, j'avais beaucoup travaillé comme étudiante, mais surtout dans des magasins, etc. Donc, tout ce qui était la partie commerce, etc., c'est quelque chose que voilà, je connais depuis que je suis née. Mais le restaurant, pas du tout. Donc, j'avais je savais même pas comment faire un café, tout simplement. Et alors, l'autre chose, c'est le financement. Donc, on y reviendra dans la deuxième partie. Mais à l'époque, en fait, comme j'avais fait le business plan voilà, sur papier, je savais plus ou moins quel était l'investissement nécessaire pour mon projet. Et de base, en fait, bon, c'est pas une science, mais moi je partais du principe que pour ouvrir l'établissement, il faudrait que moi j'apporte au moins 20% de l'investissement. Et du coup, soit j'arrivais à financer les 100%, soit j'arrivais au moins à financer 20% et je pouvais demander le reste à des banques. Du coup, voilà, j'avais en tête cet objectif de ok, il faut que j'économise 20% du projet et il me faut de l'expérience. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai intégré les rangs du pain quotidien de Wemel. Je fais plein de bisous à mes coéquipiers de là-bas parce que c'était vraiment une expérience géniale. Déjà voilà, j'avais une équipe vraiment au top enfin voilà, gros love sur eux. Mais en plus de ça, c'était hyper intéressant parce que c'est une entreprise qui est dans le monde entier. Donc on a des process en fait qui sont vraiment très stricts en fait et qui sont vraiment très bien organisés. Et moi j'avais pour but à l'époque vraiment d'ouvrir des chaînes en fait. Je voyais vraiment plein de magasins kaki partout dans le monde. Donc pour moi c'était idéal d'aller là-bas parce qu'on avait une organisation qui était au top. Et en plus de ça, j'avais aussi un aspect hyper chouette sur tout ce qui est relations humaines, sur la cohésion d'équipe, etc. Donc j'ai eu un très bon aperçu sur les préparations, mais aussi sur l'organisation, sur les relations humaines, sur les finances aussi quelque part. Voilà, pas mal d'infos sur les relations avec les fournisseurs, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose que vraiment je conseille si vous voulez lancer un café ou un restaurant et que vous n'avez jamais travaillé là-dedans. Déjà, je vous le conseille pour vous faire de l'expérience et pour au moins apprendre à faire un bon café. Mais en plus de ça, pour en fait avoir pour faire en fait vos erreurs là-bas tout simplement et pour voir, pour voir comment être efficace en fait dans ce domaine tout simplement. Et pour avoir des bons procédés que vous pourrez implémenter dans votre propre établissement. Donc voilà, j'ai été travailler là pendant 6 ou 7 mois plus ou moins. Et puis est arrivé le moment où j'ai réussi du coup à économiser ces 20% de l'investissement de mon projet. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher un local. Et du coup, ce local, en fait, je l'ai trouvé grâce à Hub Brussels. Donc c'est aussi un organisme bruxellois qui aide les entrepreneurs à lancer leur projet. Donc je conseille fortement à tous les gens qui veulent ouvrir à Bruxelles d'aller au moins leur rendre visite, discuter, échanger par rapport à votre projet. Et eux ont des bonnes informations sur les quartiers, mais aussi sur les consommations, les habitudes de consommation, etc. des gens. Donc c'est trop chouette d'aller leur parler. En plus de ça, ils ont plein de projets d'incubateurs comme le Cocotte par exemple. Donc une fois que j'ai trouvé le local, c'est là que tout a commencé entre guillemets. Donc la première visite, j'étais pas vraiment convaincue. Et puis à la deuxième visite, je me suis dit oui, en fait je sens que il y a vraiment moyen de faire quelque chose de chouette de ce local-là après transformation, etc. Et donc je décide de me lancer dans ce local. Donc je signe déjà les papiers, donc le bail, etc. En faisant bien attention donc, à mettre dans le bail qu'il faut que j'ai l'accord de la banque, sinon l'accord ne tient plus.
Donc voilà, on signe ça, etc. Et puis donc c'est le moment où là je vais faire le tour des banques pour me faire financer. Donc pour le tour des banques, il faut un dossier en béton, mais ça j'imagine que vous le savez. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais de nouveau une présentation qui était hyper inspirante. Donc j'avais fait plein de moodboards, j'avais fait le plan de comment ça allait ressembler sur base des plans actuels. J'avais un plan financier qui était aussi au top, donc j'avais parlé à plein de gens dans le domaine pour vraiment essayer de comprendre c'est quoi les coûts, parce qu'à la base on a l'impression que les coûts c'est que les coûts des matières premières, les employés, etc. Mais en fait il y a plein d'autres coûts. Je pense par exemple à un que j'avais pas du tout pensé, c'est le ramassage des déchets. Les entreprises doivent payer ça à Bruxelles. Donc voilà, je vous conseille d'aller quand même parler à plusieurs personnes pour avoir une très bonne idée des coûts de gérer un tel établissement. Soit donc un plan financier en béton hyper inspirant où les banquiers vont vraiment pouvoir rentrer dans votre projet, mais aussi un plan financier hyper tenable. Et alors on a l'impression que il faut emprunter le moins possible et qu'il faut vraiment aller réduire les coûts, etc. Mais moi je pense avec le recul que justement en fait quelque chose qui est hyper important dans ce genre de métier, c'est la trésorerie. Et donc il faut aussi penser à ça, et il faut aussi rajouter en fait dans votre investissement de départ une partie de l'argent en fait qui ne va pas vous être utile forcément, mais qui au moins sera là en cas de besoin de trésorerie si il y a le Covid et que vous devez fermer quelques mois comme ça a été mon cas, ou ce genre de choses. C'est toujours bien de prévoir en fait un petit budget en plus au cas où. Donc voilà, je fais le tour des banques, etc. Puis finalement, Dieu merci, c'est accepté. Et donc à ce moment-là, j'avais pas encore de société, donc je crée ma société. Là, on est en avril pour vous dire. Donc j'ai trouvé le bien en janvier, j'ai fait les demandes de crédit en février, comme ça. Ça a été accepté en mars, j'ai fait la société en avril et j'avais les clés du local en mai. Et donc moi dans ma tête je voulais ouvrir pour le mois de juillet. Donc on était en 2020 aussi, il faut savoir qu'on était en plein confinement pendant les travaux, pendant que j'allais chez le notaire, etc. C'était plein confinement. Donc je savais pas non plus forcément quand est-ce que on allait pouvoir ouvrir les restaurants, mais j'estimais plus ou moins en juillet. Donc de mai à juillet, voilà, j'ai fait les travaux, l'aménagement, j'ai trouvé les fournisseurs aussi à ce moment-là. Enfin, j'avais déjà une idée plutôt claire de quel fournisseur je voulais, mais voilà, ça s'est vraiment fait en mai-juin, juste avant d'ouvrir. Et alors, pour la petite info, donc on a ouvert le 4 juillet. On a ouvert le 4 juillet. Et en fait, à la base, donc à Kikemba, on était censé être vraiment spécialisé dans le cheesecake japonais. Donc ça, c'était vraiment mon plan de départ. Tout mon business plan était basé là-dessus, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'on a reçu le four fin juin, en fait, donc vraiment quelques jours avant l'ouverture. Et donc là, c'était le moment de vraiment faire les tests en fait de cheesecake japonais. Et il s'est avéré que ça marchait pas du tout. Enfin, le four n'était pas du tout adapté à ce produit-là. Donc en fait, on a fait des tests et des tests et des tests pendant quelques jours et ça n'a jamais marché. Donc quelques jours avant l'ouverture, on a dû trouver vite fait une recette. Moi je voulais que ce soit en monoproduit, que ce soit différent, qu'il n'y ait personne d'autre qui le fasse, que ce soit attrayant, bon, etc. Et donc voilà, 3 jours avant l'ouverture, on a essayé de faire une recette et donc on est tombé sur le kabao. Enfin, c'est vraiment quelque chose que nous on a inventé parce qu'on arrivait à faire avec le four et avec des produits que j'avais déjà goûté en fait en Asie. Donc on a combiné tout ça et on est arrivé à la recette du kabao pour ceux qui connaissent. Du coup voilà, donc voilà, on a ouvert, j'ai ouvert du coup en juillet 2020 et voilà sur mon histoire de comment ouvrir un café. Après évidemment il y a toute la partie, une fois que c'est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut plus apprendre sur la gestion du personnel. Il faut optimiser ses opérations parce que sur papier c'est bien joli, mais dans la vraie vie c'est pas toujours comme on le pense. Et puis c'est surtout gérer des aléas, enfin... Voilà, donc ça on pourrait faire une autre vidéo sur comment gérer du coup un café. Du coup là on va passer à la deuxième partie, donc qui est plutôt en manuel en fait, de comment je conseille d'ouvrir son propre établissement. Donc pour moi, que ce soit dans le business de l'Horeca ou n'importe quoi, il faut vraiment partir d'un constat clair, d'un problème ou d'un manque en fait dans la société actuelle.
Donc comme je l'avais dit, nous on est vraiment parti du principe que notre problème c'était le fait qu'il n'y avait tout simplement pas de café asiatique ici à Bruxelles, mais ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, si vous habitez dans un quartier qui est quand même assez grand, qui a un très grand passage, donc il y a beaucoup d'habitants mais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent travailler ou qui passent pour s'arrêter dans le quartier, et vous considérez que il n'y a pas de café ou qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien en tout cas qui... Enfin voilà, par exemple, vous travaillez quelque part et vous devez faire 20 km pour aller chercher à manger, ben là c'est un problème. Vous constatez que dans ce quartier il n'y a rien et qu'effectivement vous, mais aussi beaucoup d'autres personnes font le déplacement pour aller chercher à manger à l'extérieur. Donc là, effectivement, il y a un problème, ce serait bien de le résoudre avec un établissement local. Mais ça peut être, enfin voilà, il peut y avoir plein d'autres problèmes. Mais pour moi, la base, c'est vraiment... Il faut se concentrer sur un problème qui touche un grand nombre de la population. Donc s'il y a 5 personnes qui ont ce problème-là, c'est pas assez. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a vraiment énormément de personnes qui ont ce problème-là et qui cherchent des solutions ailleurs, bah là vous avez un petit indice sur le fait qu'effectivement il manque quelque chose ici. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc une fois que vous avez en tête voilà, votre problème, bah, pour moi c'est d'essayer de trouver une solution en fait. Donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment partir sur la concrétisation visuelle en tout cas, ou sur papier de votre projet. Donc ok, ça va être quoi concrètement votre menu, ça va être quoi votre expérience, c'est quoi votre image de marque, qu'est-ce que vous mettez en avant, quelles sont les personnes que vous essayez de toucher, et voilà, quelles sont leurs habitudes, etc. Une fois que vous avez une image assez claire et précise de votre établissement et des personnes qui sont intéressées par, au problème de qui vous répondez par votre projet, là, la clé, c'est de trouver l'endroit idéal. Donc ça, on ne le répétera jamais assez. L'endroit en Oreca, c'est le plus important, vraiment le plus important. Donc pour moi, c'est hyper important d'être dans une localisation en fait où il y a beaucoup de gens différents. Donc des gens qui habitent, des gens qui travaillent, des gens qui passent, des gens qui font du tourisme, entre guillemets, qui viennent dans ce quartier pour se balader, pour faire des choses. Donc il faut vraiment ce mélange-là. C'est hyper important, quitte à payer un loyer plus élevé. Bah voilà, ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé l'endroit, bah, pour moi c'est le moment où vous allez aller chercher le financement. Et donc le financement, il faut savoir qu'à Bruxelles, il n'y a pas que... Je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de soleil. Du coup, par rapport au financement, il faut savoir qu'il n'y a pas que les banques à Bruxelles, il y a aussi beaucoup de primes qui sont accordées. Donc il y a des primes par exemple pour investissement. Si vous faites des travaux dans votre établissement, il y a pas mal de primes pour vous aider justement à payer ces travaux. Il y a aussi des primes pour de la consultance, si vous voulez engager des consultants avant de vous lancer. Il y a des primes pour reprise de commerce, si vous reprenez un commerce par exemple. Donc avant de penser aux banques, forcément, essayez de voir si avec vos propres économies, peut-être un peu d'emprunt de la famille à droite, à gauche, et des primes, est-ce que vous n'arriveriez pas finalement à financer le projet vous-même. Voilà. Ensuite, comme je l'avais dit, du coup, ce qui est hyper important quand vous faites, même pour les demandes de primes et aussi pour les investissements à la banque, ce qui est hyper important, c'est d'avoir vraiment un dossier en béton. Donc pour moi, c'est montrer que vous êtes la personne idéale, que vous avez énormément d'expérience ou en tout cas de ressources et que vous savez faire face à voilà, à n'importe quelle situation, que vous êtes très flexible, que vous avez déjà travaillé à droite, à gauche, que voilà, il y a beaucoup de choses que vous savez gérer. Donc montrer que vous êtes la personne idéale. Et aussi montrer qu'en fait votre projet tient la route et que ça va se passer, que ça va bien se passer en fait quoi qu'il arrive. Du coup voilà. Et alors après du coup, donc une fois que vous avez trouvé le local, que vous avez les financements et que a priori vous avez effectivement les clés du local, c'est le moment que vous pouvez peut-être préparer en avance, mais en tout cas c'est le moment où arrivent les travaux ou l'aménagement, la recherche de fournisseurs, la recherche des dernières matières premières que vous n'avez pas encore trouvées. C'est absolument le moment où il faut lancer la communication aussi. Il vaut vraiment mieux commencer la communication avant l'ouverture évidemment. Et alors pour ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait pour Kaki, mais c'est quelque chose que je conseille énormément maintenant. C'est à part si vous êtes vraiment un expert et que la communication c'est votre dada et que vous connaissez plein de gens et que vous savez tout faire, je vous conseille vraiment de prendre quelqu'un pour ça, d'expérimenter idéalement. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que
enfin il me semble en tout cas que les restaurants qui marchent du tonnerre dès le début, c'est vraiment des restaurants qui ont beaucoup de parutions presse. Ou, enfin voilà, ça c'est juste mon point de vue, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc je conseille vraiment de préparer un budget pour la communication et un budget pour les relations de presse, parce que voilà, c'est ce qui me semble marcher le mieux pour une ouverture. Et c'est hyper important que dès l'ouverture, en fait, vous ayez beaucoup de monde, vous ayez beaucoup de trafic, que les gens parlent de vous, etc. Et qu'en fait vous deveniez une habitude très rapidement. Et évidemment, c'est aussi hyper important d'avoir un top décor, un top menu, un top service. Voilà, que c'est vraiment pas, je pense, un domaine dans lequel il faut faire petit à petit les choses. Je pense qu'il faut être vraiment bien dès le début, quitte à ce que ça mette un peu plus de temps de préparation, quitte à ce que ça demande un peu plus de budget. Je pense que c'est vraiment voilà, un domaine qu'il faut... Allez, c'est un établissement qu'il faut vraiment bien prévoir à l'avance et ouvrir tip top. J'aimerais bien, avant de passer à la troisième partie, du coup, revenir vite fait sur la recherche de local. Parce que, donc, comme j'ai dit, la localisation est le point fort, je pense, dans l'établissement. Et c'est vraiment ce sur quoi vous devez vous concentrer le plus possible, donc la localisation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte dans le local. Donc, par exemple, quand vous allez visiter des locales, il faut faire attention à plein de choses. Donc moi ça a été le cas pour Saint-Gilles. Je ne sais pas si c'est dans toutes les communes bruxelloises ou dans toutes les villes de Belgique ou du monde, mais en tout cas donc il faut évidemment des autorisations pour ouvrir un tel établissement. Donc quand vous trouvez le local idéal, je vous conseille de vérifier à l'urbanisme si le local est effectivement autorisé en fait pour l'ORECA. C'est hyper important que vous puissiez en fait effectivement avoir des gens qui viennent sur place. Donc en plus de vérifier l'urbanisme, il faut aussi vérifier la commune en général, parce que c'est encore quelque chose à part. Donc il faut vérifier que la commune vous autorise effectivement à avoir un ORECA dans cet établissement-là. Et en fait ça dépend de plein de choses, ça dépend notamment d'un contrôle des pompiers. Donc quand vous visitez de nouveau un établissement, il faut vraiment vérifier à ce que il y a déjà eu un contrôle des pompiers qui se soit bien passé et que du coup les pompiers autorisent l'affectation d'un ORECA. Mais il faut savoir aussi que si vous reprenez un établissement ou si vous ouvrez un établissement qui a déjà eu des autorisations pompiers, vous allez devoir vous aussi refaire un contrôle des pompiers. Donc il faut vérifier, enfin parce que moi ça a été le cas, je connais juste ça, mais il y a sûrement d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais par exemple, il faut vérifier que les plafonds soient des plafonds anti-feu s'il y a des habitations au-dessus. Donc ça, c'est pas toujours le cas. Il faut vraiment vérifier que voilà, le plafond soit un plafond anti-feu, qu'il y ait des portes coupe-feu qui séparent l'établissement du reste du bâtiment, s'il y a un reste de bâtiment. Il faut vérifier que l'électricité soit aux normes. Après tout ça, c'est pas dramatique parce que c'est des choses qu'on peut réparer. Enfin moi par exemple, il n'y avait pas de faux plafond, il n'y avait pas de... l'électricité n'était pas aux normes. Ben voilà, c'est des choses qui se réparent, c'est pas très grave, mais c'est quand même des frais qu'on n'a pas estimés et des petits tracas en plus. Donc je vous conseille de vérifier ça. C'est le plus important. Et alors donc voilà, en dehors de ça, donc imaginons que vous avez tout vérifié, etc. Je vous conseille, mais après ça dépend vraiment de vos ambitions, ça dépend vraiment de votre projet, ça dépend de votre investissement, etc. Mais je vous conseille tout de même de bien réfléchir en fait à l'espace, la grandeur de l'espace et surtout au nombre de places. Et parce qu'il ne faut pas avoir un espace trop grand, parce que si par exemple il n'est pas vide, ben, ça va accentuer, s'il n'est pas rempli, ça va accentuer cet effet en fait qu'il n'est pas rempli et que du coup il n'y a personne qui vient entre guillemets. Mais d'un autre côté, s'il est trop petit, c'est embêtant parce que si vous avez beaucoup de monde qui veut venir et qu'il n'y a pas assez de place, ça peut décourager certaines personnes de revenir en fait. Donc il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu entre le produit que vous offrez. Par exemple, si vous offrez... Enfin, c'est mon point de vue, de nouveau, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais si vous offrez des cookies, par exemple, bah, c'est très chouette d'avoir de la place pour s'installer, pour boire un café, etc. en même temps. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce soit non plus trop grand, parce que les cookies, c'est typiquement quelque chose que les gens vont peut-être préférer prendre à emporter. Donc la gestion de l'espace, je pense, c'est quelque chose aussi vraiment à prendre en compte. Ne pas avoir quelque chose de trop grand, ne pas avoir quelque chose de trop petit. Pensez à votre public cible, à quel moment est-ce qu'il va venir chez vous, est-ce qu'il va prendre à emporter ou est-ce que c'est plutôt pour manger sur place. Donc tout ça, c'est vraiment des questions importantes, je trouve.
Du coup voilà, c'est la troisième partie, donc la partie où je réponds aux questions qui m'ont été posées via les réseaux. Donc la première question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il faut un diplôme pour ouvrir son café ou son restaurant? Donc à mes yeux évidemment il ne faut pas forcément de diplôme parce que de base je crois vraiment que la gestion et l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui vient avec l'expérience ou quelque chose qui vient naturellement en fait tout simplement, mais il n'y a pas vraiment de bon diplôme pour être un bon entrepreneur ou pour être un bon gestionnaire. Donc pour moi la réponse est non, il ne faut pas de diplôme, mais c'est clair qu'il faut des sacrées bonnes expériences, ne fût-ce que dans le commerce ou dans l'Horeca pour avoir une bonne gestion du stress, pour savoir travailler en équipe, pour savoir travailler face à la clientèle, pour savoir réaliser des choses sous pression, etc. Et puis en plus de ça, si vous avez une expérience Horeca, c'est tout bon pour... par exemple, si vous avez déjà été barista, trop chouette, ça veut dire que vous savez déjà a priori faire des bons cafés, vous n'avez pas forcément besoin de formation en plus. Donc tout ça pour moi c'est des plus qui vont être encore plus convaincants justement si vous avez besoin d'argent et que vous allez demander à des banques. Et alors, un atout à avoir forcément c'est la gestion. Donc il ne faut pas forcément il faut un diplôme en fait si vous voulez vous installer comme indépendant ou en société, donc il faut quand même montrer que vous avez des compétences de gestion, donc par soit un diplôme universitaire, mais ça peut être aussi par le jury central, voilà, tout simplement, si vous faites une année en gestion. Donc pour ça, oui, effectivement, il faut un diplôme. Mais en plus de ça, je trouve que c'est bien d'avoir de l'expérience dans la gestion, que ce soit la gestion de projet, la gestion de finances, la gestion d'équipe, etc. C'est vraiment mieux d'avoir de l'expérience par rapport à ça. Une deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il faut du capital? Du coup, en réalité, j'en sais trop rien dans le sens où, effectivement, en projet, ça demande de l'investissement. Donc oui, il faut de l'investissement, mais est-ce qu'il est possible, par exemple, d'emprunter à 100% pour ce genre de projet? J'en ai aucune idée. Après, est-ce que vraiment vous-même, vous devez avoir de l'argent? Peut-être pas forcément si vous avez des amis à côté ou de la famille ou quoi qui veulent bien vous prêter de l'argent, voilà, peut-être que quelqu'un veut bien vous prêter en fait les 100% pour le projet et que vous n'avez pas besoin d'investir. Donc ça dépend vraiment, vraiment de vous, de votre entourage, voilà, tout simplement. On m'a demandé est-ce qu'il faut... je sais plus comment on m'a demandé, mais en tout cas on m'a demandé s'il fallait des accès, je pense, nécessaires pour ouvrir un café. Alors de nouveau, je ne peux pas apporter une réponse qui est oui ou non, parce que de nouveau, c'est vraiment au cas par cas. Et en fait, j'avais fait des recherches sur internet, mais il y a des sites officiels qui disent que oui, il faut des accès à la profession spécifique, et d'autres sites qui disent que non. Donc ce que je sais pour sûr, c'est que en fait, donc en Belgique, c'est un peu particulier, mais comme il y a plusieurs régions dans le pays, donc en fait je sais très bien que si vous installez votre entreprise en Flandre, même si votre restaurant est à Bruxelles, mais que votre entreprise est installée en Flandre, il n'y a pas besoin d'accès à la profession. Par contre, donc parlons de Bruxelles, vous installez votre société à Bruxelles, alors là donc il y a deux cas de figure, donc soit vous ouvrez un restaurant, donc avec entrée, plat, dessert, des choses que vous préparez sur place, des plats un peu sophistiqués. Oui, il faut l'accès à la profession d'Horeca. Pareil si vous ouvrez une pâtisserie, donc où vraiment vous faites plein de pâtisseries sur place qui sont assez compliquées, genre ne fût-ce que des croissants, du pain, etc. et que vous préparez vous-même sur place. Donc pas seulement mettre au four, mais vraiment préparer. De nouveau, oui, il faut en accès à la profession. Par contre, si vous ouvrez un petit café, donc ce qu'on appelle aussi petite restauration, et là, il ne faut pas d'accès à la profession. Et donc, ce qu'on inclut dans petite restauration, c'est tout ce qui est boisson, typiquement, mais aussi donc tout ce qui est toast, soupe, bagel, etc. Tout ça, ça rentre dans la petite restauration. Et alors, là où on en vient, c'est que certains sites disent que pour tout ce qui est cookies, brownies, des pancakes, etc., il ne faut pas d'accès à la profession, même les cakes nature, etc. Mais il y a d'autres sites qui disent qu'à partir du moment où vous préparez vous-même vos cookies, vous devez avoir un accès à la profession. Donc ça, c'est vraiment libre à vous, selon votre selon votre... je sais plus comment on dit, mais selon votre aversion au risque, voilà. Est-ce que vous voulez passer des tests de pâtisserie ou pas, voilà. Ou est-ce que vous voulez passer des classes de restauration, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous allez proposer, évidemment. Du
coup voilà. On m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles, mais certainement les plus difficiles, ça a été dès que j'ai commencé, en fait, ça a été les travaux dans le bâtiment qui n'ont pas été du tout faciles, parce que comme je t'ai dit juste avant, donc il y avait l'électricité à refaire qui n'était pas prévue, il y avait aussi les faux plafonds incendie à refaire qui n'étaient pas prévus, donc tout ça c'est des choses qui coûtent énormément d'argent et qui demandent une pression, enfin qui demandent en fait une énergie énorme, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes pour pouvoir faire ces travaux-là et être sûr que ça va être bien fait, que vous allez avoir votre contrôle ok. Mais voilà, ça demande aussi de l'argent, et puis ça prend du temps. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment la partie la plus difficile dès le départ, de faire tous ces travaux. Mais voilà, au final, c'est une très bonne leçon parce que ça m'a appris plein de choses. Et voilà, sur le coup, je me demandais vraiment comment j'allais survivre à ça, et voilà, c'était vraiment pas facile. Et puis finalement, une fois que les travaux sont finis, en fait, déjà on est plus fort. Enfin vraiment, dès le jour où c'était fini, je me suis dit waouh, j'ai réussi, tout va bien, on est toujours là, on va ouvrir comme prévu. Donc ça c'était voilà, c'est une belle expérience finalement. Donc voilà, ça apprend plein de choses. Donc il faut garder en tête que même si vous arrivez des pépins, je pense que c'est juste une très très bonne école. Ce qui a été aussi très difficile pour moi, ça a été de déléguer. Et déléguer, ça a été dans deux sens. Donc le premier sens, ça a été de déléguer tout simplement, en fait, de se dire ok, ça je vais plus le faire, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Donc ça a été très difficile parce que ça veut dire qu'il faut avoir confiance en l'autre personne. Mais en plus de ça, ça a été difficile pour moi parce que je suis pas du tout quelqu'un qui demande de l'aide. J'ai toujours appris à me débrouiller toute seule, donc c'est vraiment très difficile pour moi de demander de l'aide en fait pour des bêtes choses. Genre même si je dois déménager, enfin c'est hyper compliqué pour moi d'appeler des gens et de leur demander de venir me déménager. Soit. Donc déléguer pour moi ça a été très difficile, et alors en plus de ça, gérer une équipe ça a été aussi très difficile parce que de nouveau c'est très compliqué pour moi de dire les choses aux gens quand ça va pas, quand je suis pas contente, etc. Et donc gérer l'équipe ça a été aussi très dur. Après j'ai eu de la chance, j'espère qu'elle me regarde, j'ai eu vraiment certaines employées au top du top, que je remercie énormément et que j'aime toujours énormément, et que voilà, enfin vraiment grâce à elle ça a été vraiment beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, gros bisous à vous si vous reconnaissez. Et alors ah oui, autre chose qui a été vraiment difficile, c'est que en fait quand on rentre dans ce domaine-là, Dieu merci, de nouveau, j'ai eu beaucoup de collaborateurs qui étaient voilà, des gens très bien, des gens très honnêtes, voilà, tout simplement des gens normaux en fait, j'ai envie de dire, qui étaient voilà, juste cool en fait. Et c'était très facile d'avoir des relations professionnelles avec eux, parce que j'avoue, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur, comme j'étais assez jeune, je rentrais dans le domaine et tout, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui sont hyper ouvertes à vous aider tout simplement. Donc voilà, merci à ces personnes-là qui se reconnaîtront aussi, j'imagine. Mais dans le business, on rencontre aussi des gens qui sont pas qui ont d'autres valeurs, on va dire, tout simplement, qui ont voilà, qui pensent plus à l'argent par exemple, ou qui pensent plus à affirmer leur autorité, ou je sais pas quelle fantaisie, mais soit. Et donc dealer avec des gens comme ça a été vraiment très 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 difficile. Et je pense que c'est quelque chose par lequel on est obligé de passer, parce que tout le monde n'est pas voilà, tout le monde n'est pas forcément humain ou quelqu'un de bien. Et donc voilà, il arrivera forcément, je pense, dans la vie de tous, un moment où on devra gérer avec des gens qui sont pas forcément qui n'ont pas l'autre à cœur, en fait, tout simplement, qui veulent pas forcément trouver un bon équilibre entre les deux situations, mais qui veulent juste avantager leur situation, et tant pis pour les autres. Donc ça a été aussi difficile pour moi, mais de nouveau, je n'en suis pas morte et tout va bien. Et voilà, tout simplement, on apprend. C'est des expériences, on apprend, et la prochaine fois, on sera un peu plus dur, ou en tout cas, on se protégera peut-être un peu mieux. La gestion du risque, est-ce qu'on est obligé de forcément faire le grand saut, ou est-ce qu'il y a moyen de faire petit à petit? Donc pour moi, il y a deux écoles par rapport à ça. Donc il y a la première école, je vais partir sur le fait de faire le grand saut. Évidemment, si comme moi, vous avez en tête d'avoir votre propre établissement, que vous rêvez de ce moment, que
voilà, genre sans ça vous ne serez pas vraiment accompli, ben, effectivement à un moment donné il va vraiment falloir faire le grand saut. Et à partir du moment où on s'engage soit dans des locations de surface commerciale, soit dans l'achat d'une surface commerciale, ben, vous êtes obligé de faire le grand saut parce que ça demande déjà un petit investissement et c'est quelque chose qui devient plus concret en fait. Donc vous êtes obligé, enfin vous signez un papier et rien que ça c'est beaucoup de pression. Donc si voilà, si vous voulez faire les choses comme ça, effectivement oui, il y a un grand saut à faire. Après il y a beaucoup de personnes qui le font différemment et qui font ce qu'on appelle du bootstrapping. Et par exemple notamment ici à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui ont démarré leur entreprise en faisant des petites choses à la maison. Enfin je pense notamment à des cookies ou à des brownies ou à des cinnamon rolls. Enfin tout ça c'est des choses qu'en fait on peut faire à la maison et vendre via les réseaux sociaux ou vendre via son site internet. Et en fait on peut faire les choses petit à petit, voilà ça prend, on a de plus en plus de clients qui passent commande sur les réseaux sociaux. Et puis petit à petit on arrive en fait à garder une partie de ses revenus, à les mettre de côté. Et puis à un moment donné on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui en fait aimeraient bien avoir un endroit physique où se rencontrer. Et là on se dit bon je sais déjà que j'ai une clientèle, je sais déjà qu'elle est située plus ou moins dans ce quartier là. Alors c'est parti, on y va. Et en fait oui, il faut de nouveau faire en fait un grand saut, mais qui fait peut-être moins peur parce que du coup vous avez déjà gagné de l'argent via cette activité. Et en plus de ça, vous savez qu'il y a des gens qui vous suivent derrière. Du coup voilà, pour moi c'est un peu de nouveau votre aversion au risque et aussi ce que vous avez envie. Moi par exemple je savais très bien que ce qui vraiment me drivait dans ce projet c'était le fait d'avoir un établissement, c'était pas du tout le fait de vendre ces produits-là en fait. Enfin oui un peu, mais c'était vraiment surtout d'avoir un établissement avec une expérience, avec des gens qui viennent, avec de la décoration, etc. Donc moi j'ai pris le pli de oser prendre des risques et me lancer. Mais voilà, si vous, ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est votre produit, votre recette, voilà, c'est ça qui vous drive, bah pourquoi pas en fait tout simplement vous lancer petit à petit. Voilà, et alors du coup là on arrive en fait à une question qui ne m'a pas été posée, mais que je me suis déjà posée. Et en fait cette question c'est et si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Bah du coup la réponse est oui, clairement si c'était à refaire je le referais. Voilà. Mais oui, effectivement si c'était à refaire je le referais. Par contre je ferais les choses différemment et c'est là que je voulais en venir. Donc il y a pas mal de choses que je ferais différemment, notamment beaucoup de choses qui sont liées au local en fait. Donc déjà de base, comme je l'ai un peu mentionné, en fait moi c'était en fait on vendait principalement des produits, donc comme j'ai dit des monoproduits en pâtisserie. Et donc typiquement c'est un produit que je me suis rendu compte les gens consommaient beaucoup plus à emporter que sur place. Donc bien sûr, par exemple le week-end on avait beaucoup de monde qui venait manger sur place, mais la semaine c'était surtout des gens qui prenaient à emporter parce qu'ils repassaient du travail et puis ils allaient à la maison. Donc si c'était à refaire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ferais attention à prendre un local plus petit, je pense, parce que c'était un local qui pour ce produit-là était, voilà, c'était tout simplement un grand local. Du coup je le referais mais dans un plus petit local. De nouveau, par rapport à la localisation, je pense que je le referai évidemment ce projet, mais dans un autre endroit. Donc je l'ai dit, c'est hyper important de trouver un endroit où il y a des gens qui habitent, mais il y a aussi des gens de passage qui restent dans le quartier et il y a aussi des travailleurs. Donc si c'était à refaire, je pense que maintenant avec le recul, je m'installerais dans une région un peu plus touristique, d'autant plus que c'est un produit qui est asiatique, donc qui est aussi un peu empreint de tourisme, j'ai envie de dire. Du coup je pense qu'à l'heure actuelle si je devrais réouvrir un magasin comme ça, j'irais plutôt dans le centre, donc plutôt au Sablon ou aux alentours de la Grand Place ou à Sainte-Catherine, mais enfin bref j'irais plutôt dans le centre avec un produit comme ça. Si c'était à refaire, donc au moment de choisir le local, je ferais attention évidemment à tout ce que j'ai dit, donc à vérifier les autorisations à l'urbanisme, à vérifier les autorisations à la commune, à vérifier que tout était aux normes, que tout était bon pour les pompiers, l'électricité, etc. Donc ça c'est quelque chose que je ferais plus attention. Et alors ça c'est quelque chose qui me vient maintenant et que je n'envisageais pas du tout à l'époque. Mais là maintenant puisqu'on est un peu plus dans l'immobilier et je ne vais pas vous cacher, on envisage peut-être de réouvrir quelque chose un jour, on verra. Mais en tout cas maintenant moi je pars de l'idée que si j'ouvre de nouveau un café ou un restaurant ou peu importe,
je pense que je vais acheter le local tout simplement. Donc pas seulement le fonds de commerce, mais vraiment acheter le local. Parce qu'à l'époque en fait je me disais mais non, ça va coûter beaucoup trop d'argent, les banques elles vont jamais me suivre, etc. Mais maintenant je me dis, voilà, maintenant je me dis tout simplement que c'est une garantie en plus et que déjà le local vous appartient, donc vous payez moins de loyer a priori, puisqu'en principe les prêts, vous allez rembourser moins à la banque pour le local en lui-même que ce que vous ne payerez de loyer, donc c'est hyper avantageux par rapport à ça. Mais en plus de ça, vous n'avez pas de problème de propriétaire et ça je vous assure que c'est un cadeau du ciel. Et aussi, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout simplement dans ce cas-là, vous pouvez faire les transformations que vous voulez, vous n'aurez aucun souci, donc ça c'est top aussi. Et pour finir, voilà, si malheureusement votre projet ne marche pas, vous pouvez tout simplement le remettre en location et en fait vous avez, voilà, votre prêt se remboursera comme ça, donc vous n'aurez pas en fait cette angoisse du waouh, je dois arrêter, qu'est-ce que je vais faire en fait. Du coup voilà, ça c'est quelque chose que je referai aussi. Je pense que j'achèterai, quitte à attendre en fait un an de plus quoi, je pense que j'achèterai le bien. Mais après ça dépend de vous. Moi j'adore l'immobilier, j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans. Mais si vous l'immobilier c'est pas du tout votre truc et vous voulez juste votre café ou votre pâtisserie, c'est très bien aussi. Il faut juste faire attention à tout ce qu'on a mentionné ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de la faire encore une fois. J'espère vraiment que ceux qui ont pour projet donc d'ouvrir leur propre café ou établissement vont être encore plus motivés et encore plus inspirés. Et voilà, si j'ai une chose à dire, c'est que j'imagine en fait qu'à ce stade vous avez mille et une questions, que peut-être vous doutez, vous avez envie, mais en même temps votre tête vous lance mille et une raisons pour lesquelles c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne chose à faire, il y a trop de risques, etc. Mais moi j'ai une seule chose à vous dire, si vous sentez que vous devez le faire et que vous avez vraiment envie de le faire, faites-le vraiment, parce que quoi qu'il arrive, tout ce qui va vous arriver ce sera de l'expérience en plus, ce sera de la maturité en plus, ce sera de la force en plus, vraiment il n'y a que du positif à en tirer. Et voilà, sérieusement, que ce soit ça ou n'importe quel autre projet, si vous avez vraiment envie de le faire et que vous sentez que c'est ce que vous devez faire, alors faites-le. Voilà, sur ce je vous souhaite plein de réussite dans vos projets, plein de réussite dans vos rêves et voilà, que vous vivez votre best life. Des bisous.